En septembre 1849, une femme nommée Harriet Tubman s'échappa de l'esclavage dans le Maryland et se dirigea vers le nord, en quête de liberté. Elle voyageait la nuit, se cachait le jour, et, quand elle n'avait plus de nourriture, elle survivait grâce à ce que la forêt lui offrait. L'un de ces mets proposés était un fruit que la plupart des Américains modernes n'ont jamais goûté. Elle poussait à l'état sauvage le long de ses racines, s'accrochant lourdement aux arbres près des berges des rivières et en lisière de forêt. Et pendant 3 semaines cruciales chaque année en septembre, elle fournissait des calories, des nutriments et de l'espoir à des personnes qui n'avaient rien d'autre. La papaye Asamina triloba est le plus gros fruit indigène comestible d'Amérique du Nord. Son goût rappelle un mélange tropical de mangue, de banane et d'ananas, avec une texture onctueuse qui fond sur la langue. Sur le plan nutritionnel, il surpasse presque tous les fruits que l'on trouve dans les supermarchés modernes. Mais entrez dans n'importe quelle épicerie américaine aujourd'hui et vous ne la trouverez pas. Non pas parce qu'il ne pousse pas ici. Le pawpaw pousse à l'état sauvage dans 26 États, de la Floride à l'Ontario et du Nebraska à New York. Et pas parce que ça a mauvais goût. Presque tous ceux qui goûtent la papaye pour la première fois la décrivent comme l'un des meilleurs fruits qu'ils aient jamais mangé. La papaye a disparu à cause d'un seul changement technologique survenu dans les années 1940. Une invention qui a changé à jamais la gastronomie américaine et rendu obsolètes des fruits comme la papaye. Voici l'histoire de la façon dont la réfrigération a tué les fruits les plus nutritifs d'Amérique du Nord. Acetouane Arquaceae. Avant l'arrivée des Européens, la papaye était un aliment de base pour des dizaines de nations autochtones. Les Shawnees avaient même un mois entier de leur calendrier consacré aux mauvaises récoltes. Le mot Powhatan, désignant le fruit tassimine, est finalement devenu son nom scientifique. Des preuves archéologiques provenant de la grotte Russell en Alabama montrent que des graines de pawpaw datent de 8000 ans. Les communautés autochtones ne se contentaient pas de récolter de la papaye. Ils les ont cultivées, ils les ont répandues, et ils plantèrent les plus beaux arbres près de leur village. Lors de son voyage à travers la vallée du Mississippi en 1541, Hernando Dotto a consigné par son chroniqueur que les Amérindiens cultivaient des assiminiers dans des bosquets aménagés. Ce n'était pas de la nourriture de survie, c'était l'agriculture. Les premiers colons ont immédiatement adopté la papaye. C'était abondant, c'était gratuit, et cela poussait là où les arbres fruitiers européens peinaient à survivre. George Washington adorait les papayes et les servait froides en dessert à Mount Vernon. Thomas Jefferson planta des assiminiers à Monticello, mentionnant l'acacia triloba parmi les fruits qu'il cultivait personnellement. En 1806, Lewis et Clark se retrouvèrent à court de provisions dans ce qui est aujourd'hui le Missouri. William Clark écrivit dans son journal qu'ils étaient à court de provisions et qu'ils survivaient grâce à leurs maigres ressources. 3 jours plus tard, il écrivit qu'il pourrait très bien vivre de ses porcs pauvres. Les explorateurs ne se contentaient pas de survivre grâce à la papaye, ils prospéraient grâce à elle. Et sur le plan nutritionnel, le pawepo est exceptionnel. Une portion de 100 grammes de papaye contient 3 fois plus de vitamine C qu'une pomme et 2 fois plus qu'une banane. Elle contient 10 fois plus de calcium qu'une banane ou une pomme, 20 à 70 fois plus de fer et 4 à 20 fois plus de magnésium. La protéine de la papaye contient les 9 acides aminés essentiels, surpassant la pomme dans chacun d'eux et égalant ou surpassant la banane et l'orange dans la plupart des autres. Des recherches menées par l'Université d'État du Kentucky montrent que la papaye possède un profil d'acide gras supérieur à celui de la banane, avec 40% de graisse monoinsaturée, moins de graisse saturée et un meilleur impact cardiovasculaire. Pawpaw contient également des acétogénines, des composés végétaux qui se sont révélés prometteurs dans des études en laboratoire pour leurs propriétés anticancéreuses. Son écorce, ses feuilles et ses rameaux contiennent même des insecticides naturels,
protégeant ainsi l'arbre sans intervention humaine. Durant la Grande Dépression, Pourpao a permis à des milliers de familles rurales de survivre et a gagné le surnom de «banane du pauvre». Durant la guerre de sécession, les soldats, qu'ils soient de l'Union ou confédérés, se nourrissaient de pawpaw pour compléter leur ration. Les personnes en quête de liberté qui fuyaient l'esclavage dépendaient également de la piètre qualité des pâtes lorsqu'elles parcouraient le chemin de fer clandestin vers le nord. Les fruits mûrissaient en septembre, période de pointe pour les tentatives d'évasion, lorsque les nuits s'allongeaient et que les cultures offraient un abri. La papaye n'était pas qu'un aliment. C'était un instinct de survie inscrit dans le paysage américain. Alors, que s'est-il passé? En 1938, un chauffeur routier du nom de Frederick McKinley Jones inventa le premier système de refroidissement d'air portable pour camions. Auparavant, le transport frigorifique reposait sur la fonte de la glace, entourant les produits. L'invention de Jones a tout changé. Les camions pouvaient soudainement maintenir des températures froides et stables pendant des jours, et le camion frigorifique moderne était né. Dès 1940, les conteneurs frigorifiques commerciaux firent leur apparition. En 1950, les wagons frigorifiques sont devenus la norme. Et dès 1960, la chaîne du froid, ce système qui permet de maintenir les aliments au frais de la ferme à l'assiette, est devenue la pierre angulaire de la distribution alimentaire américaine. Les consommateurs ont pu se procurer des oranges fraîches de Floride en décembre, de la laitue de Californie en février et des fraises du Chili en janvier. Mais la chaîne du froid devait justifier les coûts de transport sur des milliers de kilomètres. Les fruits doivent avoir une durée de conservation d'au moins 7 jours, idéalement 14. Les pommes se conservent de 2 à 4 semaines en chambre froide. Les bananes se conservent de 7 à 14 jours si elles sont cueillies vertes. Les oranges peuvent se conserver de 3 à 8 semaines. La papaye dure 2 jours, 3 si vous avez de la chance. Une papaye mûre s'abîme facilement et continue de mûrir après la récolte. Une fois mûre, elle fermente rapidement. Les papayes vertes peuvent être conservées au réfrigérateur jusqu'à 2 semaines, mais une fois mûres, le compte à rebours commence. Vous avez 48 heures avant que le fruit ne soit plus à son apogée. Ce n'est pas un défaut, c'est de la biologie. Le pawpaw a évolué dans les forêts d'Amérique du Nord, où ses consommateurs étaient des renards, des ratons laveurs et des opossums locaux. Le fruit n'avait pas besoin de survivre à un voyage de 1000 miles. Il devait survivre sur une distance de 30 mètres entre l'arbre et l'animal. Mais en 1950, le système alimentaire américain a cessé d'être local. Les chaînes d'épicerie se sont centralisées, des centres de distribution ont émergé et les aliments ont parcouru de plus longues distances. La chaîne du froid ne pouvait pas prendre en charge les plus démunis. Donc, le terme « pauvre-pauvre » a été abandonné, ni par décret, ni par complot, mais par la logistique. En 1960, les bananes importées d'Équateur occupaient plus d'espace dans les rayons des épiceries américaines que les papayes cultivées dans les jardins américains. Le système a été choisi pour sa durabilité et non pour sa valeur nutritive. Pourpau, qui avait nourri les Amérindiens pendant 8 millénaires, les colons pendant 2 siècles et les personnes en quête de liberté pendant des décennies, a disparu du commerce. Qu'avons-nous perdu? L'Américain moyen consomme 35 livres de bananes par an, la plupart parcourant plus de 2000 mm. Si la papaye était restée dans les vergers américains, nous consommerions des fruits locaux contenant 2 fois plus de vitamine C, 10 fois plus de calcium et 30 fois plus de fer sans avoir recours à des porte-conteneurs frigorifiques consommant du carburant pour traverser les océans. Le pawpaw pousse sans pesticides, résiste naturellement aux insectes et sert de plante hôte exclusive aux papillons macaon zèbre. Lorsque les vergers pauvres ont disparu, les populations de papillons ont décliné et c'est tout un écosystème qui en a subi les conséquences. La plupart des Américains de moins de 50 ans n'ont jamais goûté à la papaye. Ils n'ont jamais goûté un fruit au goût tropical qui pousse pourtant sous leur climat. Mais la pawpaw prouve que l'Amérique du Nord
possédait ce fruit depuis toujours. En 1990, Kirk Pompa a lancé le programme de recherche sur la pawpaw à l'Université d'État du Kentucky. Aujourd'hui, on compte plus de 27 cultivars répertoriés. Ils ne survivront jamais une semaine dans un supermarché. Ils prospèrent sur les marchés de producteurs. En 2019, le Festival de la papaye de l'Ohio a attiré plus de 10 000 personnes. Pawpaw revient discrètement. Vous pouvez planter un assiminier aujourd'hui. Dans 6 à 8 ans, elle portera ses fruits. Pendant les 50 prochaines années, elle vous nourrira sans pesticides, sans camions frigorifiques ni transport maritime international. Le même fruit qui a nourri les défenseurs de la liberté pousse encore à l'état sauvage dans 26 États. Il n'a jamais disparu du territoire. Il a disparu de nos tables. Harriet Tubman ne connaissait pas la chaîne du froid. Elle connaissait les règles de la survie, et en septembre, Pawpaw était là. Les arbres sont toujours là. Le fruit est encore en train de mûrir. Et après 70 ans, nous serons peut-être enfin prêts à nous souvenir de ce que nous avons perdu. Si cette sélection vous a apporté des informations utiles, abonnez-vous à Nature's Lost Vault et activez les notifications. Certains fruits parcourent Sitwilim Pratters pour vous parvenir. D'autres vous attendent dans votre propre jardin. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.